Alors bonjour mesdames, messieurs. Avant tout, je veux remercier l'équipe, les organisateurs, pour m'avoir accordé cette nouvelle chance. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Metasploit, l'un des plus grands outils de sécurité informatique. Donc avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de Metasploit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé avant? Non, c'est pas grave, on va le connaître aujourd'hui, c'est un problème. Donc, je vous rappelle, ceci c'est une introduction à Metasploit, pour vous familiariser avec les notions théoriques de base. Donc, aujourd'hui, on va avoir une petite introduction, les utilités de Metasploit, son architecture, les modules qu'il utilise, les étapes d'une attaque. Donc, pour Metasploit, c'est un outil offensif de sécurité informatique. Donc, pour les personnes qui ont jamais entendu parler de Metasploit, ils vont se poser la question, mais t'as quoi? Metasploit, c'est un outil, comme on vient de dire, dédié à l'audit de sécurité informatique. Il a été lancé par HDU en 2003. Il est open source avec une très large communauté, que ce soit sous Linux, ou bien Unix, ou bien Windows. On peut le trouver dans le site officiel de Metasploit, ou bien on peut le trouver dans toutes les versions de Backtrack. Backtrack, c'est une distribution Linux dédiée à la sécurité informatique. Donc ici l'interface console de Metasploit avec les exploits, les auxiliaires, les payloads. On va les voir en détail, ne vous inquiétez pas. Donc pour mieux comprendre Metasploit, on peut le comparer à une clé suisse, comme vous la voyez, puisqu'en fait elle regroupe toutes les utilités de sécurité informatique. Il y a plusieurs utilités. On peut même l'utiliser tout seul, sans utiliser n'importe quoi. Donc il nous permet un pen testing, c'est-à-dire on peut effectuer des tests de sécurité dans ce réseau, essayer de trouver les failles, et après pour les patcher. On peut l'utiliser aussi pour améliorer la sécurité, pour effectuer un phasing. Un phasing, c'est-à-dire de vérifier le comportement d'un logiciel vis-à-vis à des entrées inattendues, à des données inattendues. On peut effectuer un denial of service, le DOS attack, c'est-à-dire il y a eu un atelier, je pense, pour le DOS. Donc, c'est-à-dire pour bloquer ou brouiller un service à distance. On peut l'utiliser pour effectuer des injections SQL dans une base de données afin de connaître son contenu. On peut l'utiliser pour sniffer ou bien aspirer le trafic qui se trouve dans un réseau, pour faire une interception des données, voire même les modifier. Donc on peut aussi l'utiliser pour effectuer des collectes d'informations, information gathering, ou bien pour craquer des mots de passe des services, comme brute force. Brute force, c'est d'essayer toutes les possibilités de mots de passe, jusqu'à trouver le automatisé, bien sûr. Donc ici il y a l'architecture de Metasploit, avec des interfaces console qui est la plus professionnelle, puisqu'il nous donne un contrôle complet de ce qu'on veut faire. Il y a aussi les modules. On va s'intéresser aux modules parce qu'ils sont les bases de n'importe quelle attaque. Il y a les payloads, les exploits, encoders, NOPs, and auxiliaries. Pour mieux les comprendre, on va parler un peu des payloads. C'est le code qui va être exécuté dans la machine de victime. Alors là, pour assurer un contrôle complet de la machine victime, il y a l'exploit, c'est un module qui utilise un payload. C'est-à-dire, c'est un code qui va être exécuté. Une fois qu'il est exécuté, il va attaquer la machine victime pour nous assurer un payload qui va être exécuté. Soit on voit la machine de victime devant nous, on peut la contrôler. Un auxiliaire, c'est un exploit. Mais il est sans payload. On l'utilise souvent pour effectuer des scans, des sniffing, brute force aussi. J'espère que c'est clair, non? Bon. Ici, je vais simplifier un peu avec ce petit schéma. Vous voyez, on a deux machines, la machine de l'attaquant et la machine victime. Donc, comme vous voyez, l'attaquant, il a un exploit, il choisit un exploit, c'est-à-dire le programme qui va exploiter la faille dans la machine victime. Une fois exécuté, vous voyez là-bas
la machine est powered, c'est-à-dire on l'a contrôlé déjà. Donc une fois qu'on a contrôlé, on exécute le payload. En même temps, on lance un écouteur de notre machine pour attendre le verse connection, ou bien l'établissement des sessions. Une fois la session est établie, on peut lancer vraiment l'attaque, la post-exploitation command. Donc les payloads, je vais donner quelques petits exemples sans entrer dans les détails techniques. Donc IBM Interpreter, c'est un outil qui nous permet une administration à distance. Il y a le shell by TCP, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le terminal, une invite de commande dans la machine victime sur Linux par exemple, si on veut caractère Linux. Bien, bon, pas piraté mais plutôt sécurisé. Il y a ici la sécurité de Linux. On peut aussi utiliser VNC Inject, qui est un script qui va nous donner le bureau de la machine victime. Ici, c'est quoi un payload exactement? Vous voyez la partie qui est en bas, c'est comme ça un payload. On va utiliser un buffer overflow par exemple, pour exécuter, pour assurer un contrôle complet. Les exploits, il y a les failles de Windows XP, la SMB MS08 067 métapi. Cette faille, c'est la faille de partage de fichiers. Par exemple, vous avez Windows XP et vous avez partagé des fichiers. Là, il peut vous pénétrer dans votre système. Il faut faire attention. Il y a le Windows File Format, une faille de Adobe PDF Reader. Là où on peut injecter un fichier exécutable dans n'importe quel PDF. Il y a le Auxiliary Server Browser AutoPWM pour effectuer un test de sécurité dans le navigateur. Donc maintenant on passe à la partie la plus intéressante, la méthodologie d'une attaque. Pour mieux comprendre, pour mieux se sécuriser, il faut comprendre comment un pirate il pense. N'importe quel pirate, il commence au début par collecter des informations. C'est ce qu'on appelle information gathering. C'est-à-dire il va essayer de collecter des informations sur la machine victime, que ce soit des ports ouverts, des services. Après, il va passer à la phase de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il va essayer de connaître les failles qui se trouvent à partir de l'analyse précédente. Une fois qu'il a connu la faille, on passe à l'étape access, l'accès à la machine victime. Et après, on commence la post-exploitation, c'est-à-dire là, on essaie d'avoir escalade de privilèges pour avoir plus de contrôle. Donc, une petite démo de capture d'écran. Je ne vais pas entrer, comme je vous ai dit, dans les détails techniques, juste je voulais vous montrer comment ça fonctionne ici. Donc là, dans ce démo, la première phase, Information Gathering. Comme vous voyez là, la commande qui est en haut, il va donner, on donne la plage IP de réseau qu'on va tester la sécurité. Il nous montre les ports qui sont ouverts dans cette machine, puis une deuxième machine avec des ports. Là, on trouve qu'il y a un port qui est susceptible d'avoir une faille de sécurité, le partage de fichiers de XP. Donc, on choisit l'exploit, celui avec la commande use et le nom de l'exploit. On choisit le payload. On vérifie l'option égale rhost et lhost sont les adresses de la victime et de l'attaquant. Et après, ici, comment les entrées. Et après, on lance l'attaque en écrivant exploit. Là, comme vous voyez, il y a le reverse handler, ou bien l'écouteur, comme on l'a dit, qui se lance par défaut dans notre machine. Et on attend que notre exploit s'exécute correctement. Là, une session Interpreter qui est ouverte. Bon, Interpreter, c'est un script qui va effectuer une injection de DLL. C'est clair, j'espère? Donc, à partir de ce script, on va avoir un contrôle plus que parfait, plus que complet de la machine. On peut ouvrir je sais pas, on peut ouvrir sa webcam, on peut voir son écran, qu'est-ce qu'il fait, les keyloggers, les trucs qu'il écrit, qu'il tape sur la machine. Et on peut tout contrôler comme ça. Donc, est-ce que vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris? N'hésitez pas à demander. Non? Des questions? Vas-y.
Pour la méthode d'exploit, vous avez parlé d'embarquer un fichier .excel dans un fichier PDF. Ouais. Est-ce que c'est suffisant sur un navigateur Internet ou simplement par n'importe quel fichier PDF? Bon, en fait, c'est une faille de Adobe Reader. Les anciennes versions, bien sûr. Maintenant, avec Adobe, ils ont trouvé des mises à jour, mais c'est seulement pour... on fait un bind d'un fichier exe, exécutable, dans un PDF. Ceci n'est fonctionnel que contre Adobe Reader, avec les versions précédentes. Ça veut dire qu'il y a un lien dans le fichier Par exemple, l'attaquant, il va envoyer, ou bien le pirate là, qui a été illégitime, il va envoyer un fichier PDF à la victime. Une fois qu'il l'ouvre, avec Adobe Reader en version 9 ou un peu plus supérieure, il va être piraté par l'attaquant. Donc c'est pourquoi j'ai mentionné cette attaque pour que vous faites attention, même au fichier PDF, même au fichier Word, il peut vous attaquer. Il faut faire toujours attention. Parfois même l'antivirus, il ne peut pas les détecter. D'ailleurs, en fait, Metasploit, c'est surtout pour comprendre la sécurité. Pas pour pirater, mais pour comprendre la mentalité des attaquants. Comme Adobe, il y a un danger. Est-ce que c'est similaire au macro dans Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Ouais, c'est exactement à peu près ça. En fait, pour Word, il y a un problème de macro. Bon, il ne faut pas accepter les macros, c'est pourquoi. Par exemple, tu peux insérer n'importe quoi dans les macros, une fois exécuté, c'est dangereux. Donc il ne faut jamais faire confiance aux macros. Jamais faire confiance aussi aux fichiers que vous ne connaissez pas. D'autres questions? Vas-y. Concernant la faille de la sécurité de NetAPI, vous l'avez essayé sur une machine virtuelle, n'est-ce pas? On l'a essayé sur une machine virtuelle, oui. Sur des machines locales et même hors réseau. Comment vous l'avez fait sur Internet? Internet, en fait, tu sais, dans un routeur, bon, ce n'est seulement pour des tests. Hein. Bon, pour comprendre si c'est possible ou non, on a remarqué qu'avec le service DNS, il y a des... on va faire la redirection de la connexion vers notre machine locale. On va avoir dans le routeur, on configure le routeur pour que les paquets passent, par exemple, on va faire l'écoute sur le port 4444, par exemple pour le cas de MetaPreter. Après, à partir de ce port, on fait une redirection de routeur. N'importe quel flux qui passe vers cette port, il va passer à notre machine locale. Ça fonctionne, comme en local. On ajoute deux questions, s'il y en a. D'autres questions? Bon, si jamais il y a d'autres questions, je suis en dehors. Il y a une autre question. Merci pour votre attention. On termine ça là. Ok. Oui, je voulais savoir pour le PDF comment on résout le problème de sécurité. Non, comme je t'ai dit, il y a toujours des mises à jour continues par la société, que ce soit Adobe, que ce soit Foxit Reader. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment... Quand on programme, on peut trouver une faille, on peut effectuer des erreurs, mais des instruments en fin de compte. Donc, à chaque fois qu'on trouve une faille, on essaie de la patcher, on essaie de trouver des patchs de sécurité, on essaie d'être à jour. Et surtout faire attention, ne pas ouvrir des fichiers que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas avoir confiance à n'importe quel fichier. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Il y a une autre question. Il y a une autre question là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les avantages et les désavantages de programmer un logiciel libre dans le cadre du logiciel libre par rapport à un logiciel dont on n'a pas le code source? Si j'ai un exécutable dont le code source est public, disponible pour les hackers et pour les gens qui veulent améliorer le code source, c'est quoi l'avantage et c'est quoi
des problèmes. Bon, l'avantage que tout le monde peut voir le code source et même le modifier et le corriger. Donc si jamais le programmeur a une erreur à notre internaute, il va le corriger. C'est la sécurité, en sécurité. Oui, pour la sécurité. Même s'il y a le Buffalo Overflow ou bien un problème comme ça, il va être rapidement corrigé. Plus rapide que les autres sites. Bon, merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la présentation. Merci. Donc, si vous avez une question, vous pouvez me contacter dans mon adresse email ou dans mon Facebook. Merci. Merci beaucoup.